Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on repart sur Mars. On va parler du programme Viking de la NASA. C'est l'anniversaire de l'atterrissage de Viking 1 le 20 juillet 1976. Un moment historique. Ah oui, Viking, un programme absolument fondateur. Exactement. Alors, on va explorer un peu ce programme pionnier. Ok, décortiquons ça. C'était une époque assez folle pour l'exploration martienne. Complètement folle, oui. L'audace était immense. Envoyer non pas une, mais deux sondes, identiques en plus, chacune avec un orbiteur et un atterrisseur, vers Mars. C'était un pari technologique et scientifique énorme. Le pari, c'était quoi au fond? Allait-on enfin trouver des traces de vie? Ou alors, quelle histoire Mars allait-elle nous raconter? C'est ça. Les objectifs étaient multiples en fait. Oui, il y avait la cartographie depuis l'orbite, l'analyse de la météo, la composition du sol, de l'atmosphère, Et bien sûr, le Graal. la quête de signes de vie. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est de replacer ça dans le contexte. On sortait des images un peu décevantes de Mariner 4. Ah oui, l'image de la planète morte, un peu comme la Lune. Voilà. Mais juste avant Viking, il y a eu Mariner 9. Et là, tout a changé. Les canyons géants, les volcans, les traces d'eau passées. Exactement. Donc Viking arrivait à un moment charnière. Il fallait trancher. Et puis il faut rappeler le coup. Ah oui, colossal pour l'époque. Le programme le plus cher de son temps. Près de 4 milliards de dollars d'aujourd'hui. Ça montre bien l'enjeu. Et alors là, ça devient vraiment intéressant. Le défi technique se posait sur Mars. Ah ça, un vrai casse-tête. L'atmosphère est si fine, 1% de la nôtre à peine. Comment on freine un engin qui arrive à pleine vitesse là-dedans? C'est toute la question. Il a fallu une séquence très complexe. D'abord, un bouclier thermique pour l'entrée atmosphérique. La friction. Ok, la phase chaude. Ensuite, un immense parachute supersonique. Déployé à très haute vitesse. Déjà un défi en soi. Et pour finir, comme l'air est trop ténu pour imposer doux, des rétrofusées. Pour les derniers mètres. Une chorégraphie millimétrée. Et ça a marché. Incroyablement. Et brillamment. Viking 1, le 20 juillet 76. Viking 2, son jumeau, le 3 septembre. 2 succès parfaits. C'est fou quand on y pense. Et ces atterrisseurs, ils ont tenu bon longtemps, hein? Bien au-delà des espérances. Plus de 6 ans pour Viking 1, c'est énorme. Presque 4 ans pour Viking 2. Il y a cette anecdote amusante, non? Viking 1 qui a failli atterrir sur un rocher. Oui, Big Joe. Ils l'ont évité de justesse. Ça montre à quel point c'était risqué. Recevoir ces données à des millions de kilomètres dans les années 70, c'était déjà un exploit. Et une fois posé, alors là, les découvertes, ces premières photos en couleur depuis la surface. On n'avait vu Mars que comme un point rouge pendant des siècles. Imaginez l'émotion. Ce sol ocre, ce ciel, un peu caramel, rosé, On voyait enfin Mars, à hauteur d'homme en quelque sorte, et l'analyse du sol. riche en fer, en silicium, pas si différent de certains sols terrestres en fait. Et l'atmosphère? On a appris des choses. Oui, Présence d'azote confirmée. Et puis, l'étude des isotopes. Ces différentes versions des atomes, ça a suggéré quelque chose d'important. quoi donc? Que Mars avait probablement eu une atmosphère beaucoup plus dense par le passé. Ah oui? Et ça corrobore les traces d'eau vues par les orbiteurs. Exactement. Les orbiteurs confirmaient les lits de rivières asséchés, les canyons. Tout pointait vers un passé plus humide. Ce qui nous amène à la question cruciale, la vie. La fameuse recherche de vie. Viking avait un mini-laboratoire biologique à bord. C'était ça, l'objectif ultime. Comment ça marchait, ces expériences alors? Alors, il y en avait plusieurs. Une qui cherchait une sorte de respiration du sol, en gros des échanges gazeux. Une autre qui a ajouté des nutriments pour voir si quelque chose mangeait. Une sorte de bouillon de culture martien? C'est un peu ça, oui. Et une troisième qui regardait l'effet de la lumière pour la photosynthèse ou des réactions similaires. Et les résultats alors? Le moment de vérité. Très déroutant. C'est là que ça devient complexe. C'est-à-dire? Il y a eu des réactions au début, des dégagements de gaz dans certaines expériences. On a pu penser « Eureka !» Mais Mais ces réactions s'arrêtaient assez vite. Ça ne ressemblait pas vraiment à un métabolisme continu, comme on le connaît pour la vie. Et surtout, oui, il y avait un autre instrument, le GCMS, une sorte de nez chimique très sensible. Il devait détecter les molécules organiques. les briques de la vie, quoi. Exactement. Les composés à base de carbone. Et là, rien. Absolument rien. Zéro. Ah. Alors là, c'est le coup de froid. Comment on explique ça? Des réactions au début, mais pas de matière organique? C'est le grand débat post-viking.
Le consensus scientifique a fini par pencher plutôt vers des réactions chimiques, non biologiques. Une chimie du sol particulière. Voilà, l'absence totale d'organique détectée par le GCMS a été l'argument clé. L'explication la plus probable aujourd'hui, c'est que le sol martien est très oxydant. D'accord ? Qui peuvent mimer certaines réactions qu'on attendrait de la vie, et surtout, qui détruisent la matière organique à la surface. Donc, le sol lui-même aurait donné de faux positifs et en même temps effacé les preuves éventuelles. C'est l'hypothèse la plus solide, oui. Probablement la chimie du sol qui parlait, pas la biologie. Alors, au final, quel bilan pour Viking? Qu'est-ce que ça nous laisse? Eh bien d'abord, le premier portrait complet et détaillé de Mars, vu depuis le sol. Une base de données incroyable. Et un succès technique indéniable. Ça a ouvert la voie à toutes les missions qui ont suivi, non? Absolument. Curiosity, Persévérance, tous sont les héritiers de Viking techniquement. Mais l'héritage scientifique est plus paradoxal. Comment ça? D'un côté, une révolution. On comprend que Mars a eu un passé potentiellement humide, très différent d'aujourd'hui. Mais de l'autre, L'absence de preuves claires de vie. oui, ça, combiné à la découverte de cette chimie de surface hostile, ça a un peu refroidi les ardeurs. Il a eu un long hiatus, presque 20 ans sans nouvelle mission américaine au sol après Viking. C'est vrai. Comme si on ne savait plus trop où chercher ou comment. Exactement. Viking a répondu à des questions, mais en a soulevé de nouvelles, peut-être encore plus fondamentales. Donc, en résumé, Viking, c'est une étape monumentale, notre première vraie présence analytique durable sur une autre planète. Ça a changé Mars pour toujours dans nos têtes. Tout à fait. Et pour laisser une petite graine pour la réflexion, Oui. ces résultats ambigus. Est-ce qu'on cherchait une vie trop terrestre ou est-ce qu'on a juste regardé au mauvais endroit? C'est-à-dire? Cette surface oxydante, hostile, si la vie existe ou a existé, elle s'est peut-être réfugiée en profondeur sous la surface. Là où les instruments de Viking ne pouvaient pas aller. Précisément. Viking a ouvert la porte sur Mars, mais les secrets les mieux gardés sont peut-être enfouis, à l'abri. Qu'est-ce qui pourrait bien s'y cacher encore? Ça, c'est la question pour les missions futures.